C'est l'heure du journal de l'économie avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. Et 9h19 à Paris, on va donc regarder la tendance à l'ouverture sur les marchés européens. C'est du recul à l'ouverture sur les marchés européens. La bourse de Paris a ouvert à moins 0,78%. Même chiffre pour le DAX en Allemagne. Le FTSE est à moins 0,60% à suivre à Paris. Le titre Air France KLM qui annonce la mise en place d'un partenariat commercial avec Etihad Airways d'Abu Dhabi et aussi avec Air Berlin. On va regarder la clôture des marchés asiatiques, une clôture dans le rouge. Le Hang Seng était à moins 0,64%, le Shanghai Composite moins 0,79%, le Kospi moins 0,67%, le Nikkei était fermé au Japon. Et puis, à noter ce chiffre qui concerne la France. La Banque de France confirme ce lundi le recul de 0,1% du produit intérieur brut de l'Hexagone au troisième trimestre. Il pourrait s'agir donc du premier trimestre de contraction de l'économie depuis que la France est sortie de la récession en 2009. Mais attention, il s'agit de statistiques de la Banque de France et non de l'INSEE qui fait référence en la matière. Et les statistiques de l'INSEE, elles sont légèrement plus optimistes pour ce troisième trimestre. Elles prévoient une stagnation et non une contraction du PIB. À la une de l'actualité économique également, la naissance aujourd'hui du mécanisme européen de stabilité. Et oui, le MES, plus trivialement appelé mécanisme européen de stabilité, qui sera officiellement lancé et en grande pompe cet après-midi au Luxembourg lors de l'Eurogroupe et qui sera opérationnel à partir de vendredi prochain. C'est un instrument de solidarité financière permanent qui a pour objectif de voler au secours d'un État membre qui serait menacé de faillite ou du moins en difficulté, à condition évidemment que celui-ci ait ratifié le pacte budgétaire européen. Comment il pourrait intervenir ? Eh bien, il y a plusieurs façons d'intervenir pour ce MES. Je vais vous en donner deux. Par exemple, intervenir via des prêts quand les taux d'intérêt sont insupportables pour les pays. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est le cas de la Grèce notamment. Il peut intervenir toujours sous forme de prêts au gouvernement et permettre à des gouvernements de recapitaliser leur secteur bancaire. C'est ce qui va se passer en Espagne, qui sera officiellement le premier bénéficiaire de ce MES avec une force de frappe qui peut aller jusqu'à 700 milliards d'euros. D'où vient le financement, justement ? Eh bien, ce financement vient des pays qui contribuent à ce MES, en fonction évidemment des capacités de chacun. L'Allemagne, vous allez le voir, est donc le premier contributeur, sans surprise. Vient ensuite la France, qui, elle, contribue à 140 milliards par des garanties ou alors des prêts faits sur les marchés et 16 milliards de capitaux propres. Et puis, enfin, dernière précision, pour bénéficier de l'aide du MES, le pays en question doit tirer la sonnette d'alarme officiellement auprès de l'Eurogroupe. Dans l'actualité également ce matin, la réélection au Venezuela du président Chavez et au cœur de cette élection, eh bien, la question du pétrole. Et oui, pour beaucoup d'observateurs, plus que la présidence de la République, Hugo Chavez et son rival Enrique Capriles se disputaient le contrôle de l'entreprise pétrolière publique PDVSA et pour cause, la moitié du budget de l'État est directement liée à la rente pétrolière. Regardez. Le pétrole, enjeu crucial de la campagne présidentielle et matière première qui devrait rester au cœur du prochain mandat d'Hugo Chavez. Le Venezuela est le 9e producteur de brut mondial et le 5e exportateur. Mais les infrastructures pétrolières sont vétustes et souffrent d'un manque d'investissement. L'économie est ravagée par les effets de la politique de rente pétrolière. Le pétrole représente 96% des exportations du pays et la moitié du budget de l'État. Un système unique au monde qui délaisse les secteurs agricoles et industriels et qui provoque une inflation record. Voilà ce qui se passe. On pense que tant que les prix sont élevés, tout va bien. Il y a du profit et des retours sur investissement. Mais si les prix du pétrole chutent, c'est tout le système qui s'effondre. La puissante entreprise publique PDVSA exploite les réserves pétrolières du pays. Forte de ses 77 milliards d'euros de revenus annuels, c'est elle qui finance l'ensemble des programmes sociaux. Depuis 1999, Hugo Chavez est parvenu à faire reculer la pauvreté et à développer l'éducation et la santé, en grande partie grâce à cette manne financière. Des avancées qui ont notamment contribué à sa réélection. Du coup, le leader socialiste a l'intention d'utiliser la même recette pour ce nouveau mandat, en prévoyant de doubler la production de brut d'ici 2019.
En France, le groupe PPR serait prêt à se séparer de la Fnac. Et oui, rien n'est confirmé pour l'instant, mais le conseil d'administration prévu demain pourrait lever le voile sur les ambitions stratégiques du groupe. La rumeur gronde effectivement depuis plusieurs semaines. PPR voudrait non seulement se séparer de l'enseigne culturelle bien connue des Français, la Fnac, mais aussi de la Redoute. Décision pour se concentrer sur un secteur qui marche en temps de crise, celui du luxe. La Redoute, la Fnac, ces deux fleurons seront bientôt à vendre. L'information a été révélée par le journal du dimanche. Elle confirme la volonté du groupe PPR de se recentrer sur le luxe. Une stratégie amorcée il y a 6 ans par la vente des magasins Printemps, puis de l'enseigne Conforama l'an passé. Aujourd'hui, pour qu'une marque de luxe existe, il faut qu'elle investisse énormément en communication. Il faut qu'elle investisse énormément en ouverture de magasins, notamment dans les pays émergents. Donc pour générer ces ressources supplémentaires, le groupe PPR avait besoin de couper les branches moins rentables pour se recentrer sur le luxe. Car les deux enseignes dites de distribution sont en perte de vitesse. Le chiffre d'affaires de la Fnac est en baisse, moins 3,2% en 2011 par rapport à 2010. Et la Redoute a déjà perdu plus de la moitié de ses effectifs. Pour les investisseurs, le groupe a aujourd'hui trop d'enseignes. Le luxe avec Gucci et Yves Saint Laurent, le sport avec Puma, la vente à distance avec la Redoute, les loisirs avec la Fnac. 2 options sont envisageables pour se séparer de ces deux activités, la vente immédiate à un repreneur ou bien l'introduction en bourse et la cession progressive de ces actifs. Un changement de cap anticipé par les syndicats qui s'inquiètent des intentions des futurs repreneurs. Si les résultats sont au rendez-vous, l'argent tombera. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils feront comme Pinault l'a fait depuis des années, c'est-à-dire qu'il va se servir des salariés comme variable d'ajustement. La direction du groupe PPR n'a pas commenté ces informations. Elle pourrait se réunir cette semaine pour entériner ces décisions. On reste en France et on termine avec une histoire de terroir, Pauline. Oui, une histoire de terroir et de gros sous qui se passe dans l'Aveyron, dans le célèbre village de l'Aïole, où sont fabriqués depuis plus d'un siècle les couteaux du même nom. Un patrimoine français en danger, selon les habitants du village, qui se battent pour récupérer la propriété de leur nom. Les explications de nos confrères de France 2. C'est une bataille à couteau tiré. Elle oppose les habitants de l'Aïole, petit village de l'Aveyron connu pour son acier, aux grands industriels qui utilisent ce nom célèbre pour vendre leurs produits. Le 19 septembre, coup de colère, les Laïolais débaptisent leur commune. Une réaction à la décision de justice qui donne raison à Gilbert Sagener, un entrepreneur parisien. C'est lui qui a déposé la marque à la mouche pour produire couteaux, mais aussi briquets et linge de maison. Et le tribunal de grande instance de Paris a tranché. Son activité ne porte pas atteinte à l'image du village. Pourtant, si le poinçon est bien là, la production se ferait parfois loin des forges de l'Aïole, en Chine en l'occurrence. Une concurrence jugée déloyale par les artisans locaux, ils s'estiment lésés en vendant leurs couteaux 3 voire 4 fois plus cher que ceux fabriqués à l'étranger. Et cela pour des raisons de qualité et de savoir-faire. À l'heure où le gouvernement encourage le Made in France, Sylvia Pinel, la ministre des PME, s'est ralliée à leur cause. Son objectif, protéger les produits manufacturés français par un label géographique. Voilà, et d'un mot, ces Laïolais vont recevoir aujourd'hui la visite de Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, qui les soutient dans leur bataille. Merci beaucoup, Pauline. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous.